Bonjour à tous. Ça me fait plaisir. Moi, je suis Simon Pesan, directeur expérience client à Mawashi. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être le host pour ce webinaire-là, webinaire qui va être consacré sur l'exosquelette au travail. Notre objectif, c'est vraiment de discuter un peu de les perspectives, les pratiques et les preuves derrière l'exosquelette dans les milieux de travail, donc le déploiement de l'exosquelette pour les travailleurs. Donc, avec moi, je suis ravi de vous présenter nos deux panélistes. Il y a Isabelle Berger, qui est professionnelle scientifique à l'UQAM. Elle est spécialisée en recherche sur l'ergonomie et l'analyse du travail. Également, Céline Pearson, qui est conseillère en prévention à la Société des alcools du Québec, la SAQ, qui a mené récemment un déploiement d'exosquelettes sur le terrain, dans les centres de distribution. Il y avait aussi M. Hamza Azoussi, qui malheureusement a un empêchement aujourd'hui pour ne pas se joindre à nous, malheureusement. Avec les petites introductions, j'aimerais au départ peut-être introduire le terme exosquelette. Le terme exosquelette est un terme qui est quand même assez vaste. Donc, ça regroupe différents systèmes. À la base, un exosquelette, c'est un système qui est porté sur le corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot exo, qui veut dire externe, puis squelette, qui est un squelette externe, si on veut. Donc, faut le voir comme un système qu'on vient porter sur le corps et qui peut avoir différentes utilités. Donc, il peut soit augmenter une certaine capacité, il peut rendre possible une autre capacité, il peut assister ou renforcer une capacité aussi d'un travailleur ou de d'autres personnes. Typiquement, ça englobe différents milieux, différentes industries, que ce soit le travailleur dans le médical, surtout pour la réhabilitation, on voit beaucoup ça, ou même dans le militaire pour l'assistance des soldats. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Le terme exosquelette, aujourd'hui, on va focuser sur les exosquelettes en milieu de travail. Mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types d'exosquelettes différents. Parmi les types d'exosquelettes et pour les exosquelettes au travail, il y a deux grandes catégories. La catégorie des exosquelettes passifs et des exosquelettes actifs. Donc, du côté passif, c'est des systèmes qui sont uniquement mécaniques, donc il n'y a pas de batterie, pas de moteur. On va utiliser des ressorts, on va utiliser des élastiques ou tout autre médium justement, élastique pour venir stocker de l'énergie et ensuite la redonner à l'usager au moment opportun. On peut aussi avoir des structures portantes, donc avoir vraiment un genre de squelette qui est superposé au squelette humain. Donc, c'est quand même très vaste aussi, les systèmes passifs, donc ça peut vraiment englober différentes applications. Du côté actif, c'est vraiment des systèmes avec, là, on parle de moteurs, on parle d'actionneurs, donc des systèmes motorisés qui sont alimentés par une source d'énergie, souvent une batterie portative, mais on peut même voir certains exosquelettes qui sont branchés directement dans le mur si on a besoin d'un afflux d'énergie plus important. Donc, de ce côté-là, les exosquelettes passifs-actifs ont tous leurs deux leur pour et leur contre. Donc, c'est vraiment à la personne ou les gens qui veulent déployer les exosquelettes de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Maintenant, on va passer au premier bloc, le bloc contexte et paramètres. Contexte et problématique, désolé. Donc, la première question, ça va être pour Isabelle. Donc, dans votre pratique en ergonomie, quels sont aujourd'hui les grands défis liés à la prévention des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on va appeler les TMS, en particulier celles du dos, qui sont comme on le voit sur la statistique ici, qui sont un des enjeux majeurs justement dans les blessures au Québec. Ben, on le voit bien là sur les chiffres que vous êtes allés chercher là, c'est puis en fait ben c'est ça, c'est une problématique qui est encore très importante. On pourrait parler même d'un fléau qui perdure là depuis de nombreuses années. Puis en fait, on voit que les chiffres sont alarmants, mais je tiens à dire aussi que ça c'est ce qui est déclaré, mais on sait très bien, puis c'est très bien documenté aujourd'hui qu'il y a une grande partie des troubles musculo-squelettiques. On peut penser à tous les troubles en HIT, là, tous les troubles inflammatoires pardonnez-moi, de type épicondylite, tendinite. Donc, souvent que les travailleurs vont pas nécessairement déclarer. Beaucoup de travailleurs qui souffrent en silence, qui veulent pas faire de troubles, qui ont peur de perdre leur emploi.
qui vont prendre des anti-inflammatoires puis qui vont continuer à endurer ces douleurs-là. Donc ça, ce qu'on voit ici, finalement, c'est un peu la pointe de l'iceberg, là, parce que c'est beaucoup, dans la réalité des milieux de travail, c'est beaucoup plus important que ça. Excellent. Petit aparté, j'ai oublié de le mentionner dans l'introduction, mais les deux panélistes aujourd'hui sont là de manière volontaire et indépendante et ne sont pas affiliés à Mawashi d'aucune façon. Donc ça, je tiens juste à le mentionner, c'est un cadre qui est neutre aujourd'hui pour le webinaire. Donc, merci Isabelle pour la réponse à la première question. Deuxième question, avant même de parler d'exosquelette, quel levier privilégie-t-on généralement en ergonomie pour réduire les risques en milieu de travail, évidemment? Ben, c'est sûr que, évidemment, avant d'aller vers des solutions là, comme les exosquelettes qui impliquent quand même qu'on vient ben, mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un qui comporte quand même, qui peut l'aider, mais qui comporte quand même des inconforts, puis qui va avoir certainement des impacts sur les façons de travailler, qui peut ajouter des inconvénients comme par exemple la chaleur. Alors, c'est sûr qu'on va regarder là, les exosquelettes, c'est plus une solution de dernier recours. On va regarder avant si on peut modifier, par exemple, les postes au niveau de l'aménagement, de jouer sur l'organisation du travail, l'organisation de la production. Donc, c'est sûr que en ergonomie, on va toujours essayer d'agir à la source. Euh, puis, l'exosquelette peut être une solution là, complémentaire ou une solution temporaire. On va en reparler. Mais c'est pas quelque chose qui va remplacer la prévention. On va regarder si on peut faire autre chose que ça ou si on peut compléter. L'ergonomie, c'est une vision aussi qui est systémique. On va regarder si on peut agir sur différents déterminants du travail, différents facteurs qui vont avoir une incidence sur la survenue des TMS. Euh, en gros, c'est ça. C'est très important, effectivement, de mentionner que les exosquelettes, justement, je l'ai dit tout à l'heure, ça englobe différents systèmes, mais ils sont tous adaptés à certaines réalités, certains besoins. Donc, ils ne peuvent pas non plus résoudre tout en même temps. Donc, c'est le travail sur l'environnement de travail est très important aussi de prime abord, avant même de déployer un exosquelette. Effectivement. Maintenant, on voit que les douleurs lombaires, donc les douleurs au niveau du dos, sont très importantes. Qu'est-ce que la recherche actuelle nous dit à ce sujet, notamment quels environnements de travail sont les plus touchés pour les blessures au dos? Oui, ben pour répondre à cette question-là, moi, je vais être bien honnête avec vous. Je connais bien les exosquelettes, mais je suis pas une spécialiste des problèmes lombaires. Là, c'est un sujet qui est très vaste. Fait que je suis allée m'appuyer sur ChatGPT. Donc, je suis totalement transparente. Je suis quand même allée vérifier les sources. Tout semblait conforme. Donc, je vais plus vous dire ce que j'ai eu comme réponse de ce côté-là. Ben, en fait, les douleurs lombaires représentent là, une part majeure des troubles musculo-squelettiques qui sont signalés. La recherche montre qu'elles sont particulièrement fréquentes dans les environnements de travail qui impliquent des postures penchées, des soulèvements fréquents ou des effets soutenus du tronc. Puis là, je tiens à souligner cette partie-là, surtout en l'absence de moyens de réduction de la charge physique. Donc, c'est ça. Encore là, si on peut réduire à la source, on va essayer de réduire à la source. Les secteurs qui sont les plus touchés, on voit quand même qu'il y a beaucoup de secteurs où c'est parfois difficile là, d'amener des solutions. Ben, il y a toujours des solutions d'équipement qui peuvent être amenées, d'automatiser certaines tâches, mais par exemple, la construction, euh, nous, justement, sur un projet où on a travaillé sur l'intégration d'exosquelettes dans différents milieux de travail. On a été justement dans le milieu de la construction, qui est souvent un milieu où les tâches sont très difficiles physiquement, puis c'est parfois difficile de travailler sur l'aménagement parce que, bon, l'aménagement est changeant. L'agriculture, par exemple, l'horticulture, on est allé faire des tests aussi avec des horticulteurs. Donc, des tâches comme ça où c'est très difficile d'agir sur l'environnement puis l'aménagement. Donc, ça fait partie des secteurs les plus touchés, là, la construction, l'agriculture, le travail en milieu rural, la logistique, hein, on s'y attend, là où il y a de la manutention de charge beaucoup. Il va y avoir des problèmes de dos bien souvent.
Puis certaines branches du secteur manufacturier, là, si on parle d'assemblage, de montage, de soudure en posture contraignante. Donc, c'est des environnements qui combinent souvent des contraintes posturales, des efforts répétitifs, puis des temps d'exposition prolongés. Donc, c'est ça qui explique la forte prévalence là, des problèmes lombaires, des lombalgies qu'on appelle dans ces milieux-là. Excellent, merci beaucoup. Donc, si on regarde tout ça, dans quel contexte un exosquelette peut-il devenir pertinent pour un travailleur, pour une tâche donnée? Mais quand on va avoir justement de la difficulté à faire autre chose, quand on va être arrivé au bout là, des solutions plus de type aménagement, équipement, euh, automatisation, tu sais, c'est quand on va avoir fait le tour un petit peu euh, des solutions là, qu'on a voulu améliorer les conditions d'un poste. Puis là, si vraiment c'est difficile de faire autre chose, ou on a fait autre chose, mais il reste du travail à faire. Comme je l'ai dit, un n'empêche pas l'autre non plus. Là, on peut envisager des exosquelettes. Nous, justement, je vous parlais du projet qu'on a fait dans différents milieux avec différents métiers. Euh, des fois, on est arrivé dans des endroits où on a vu qu'il y avait des choses à faire. C'est sûr qu'on le demandait au début que ce soit justement des postes ciblés qui avaient déjà fait l'objet d'amélioration, mais des fois, on voyait des choses qui c'était évident qui pouvaient être faites avant qu'on arrive avec des exosquelettes, puis on n'a pas été vers ces tâches-là. On a préféré dire aux gens qui étaient là de travailler sur ce qui pouvait être fait dans un premier temps, puis après, on verrait si on pouvait introduire des exosquelettes en plus pour compenser peut-être les risques résiduels là, après avoir fait des améliorations. Donc, c'est pas une solution facile qu'on va aller chercher qui va tout changer. Il ne faut pas penser que les exosquelettes sont une solution miracle. Encore là, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça peut être bien, mais c'est ça. On va avoir fait des améliorations avant d'arriver à ça. Exact. Donc, c'est vraiment lorsqu'on est rendu à travailler sur l'humain pour l'aider dans ses tâches, que les autres façons ont été évaluées aussi. L'exosquelette prend tout son sens, effectivement. Parfait. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce segment-là, très intéressant. Donc, on va passer au deuxième segment du webinaire. Donc, sur les preuves scientifiques. Donc, l'objectif de ce bloc-là, c'est un peu justement de montrer qu'est-ce qui a été fait scientifiquement, puis voir c'est quoi les bénéfices qu'on peut en chercher et comment ça a été prouvé de manière scientifique, donc quantitative et qualitative. Donc, première question de ce bloc-là. Donc, vous avez mené, vous consultez plusieurs études sur les exosquelettes. Je parlais bien à Isabelle. Qu'est-ce qu'on observe concrètement comme bénéfice pour les travailleurs? Ouais. Bon, dans un premier temps, ce que je dois dire, il y a énormément d'études sur les exosquelettes qui se sont faites depuis à peu près 10 ans, puis ça continue d'augmenter. Euh, la grosse majorité des études se font en laboratoire sur des tâches standardisées qu'on répète, puis souvent ce qui va être mesuré, c'est l'activité musculaire. Des fois, on va demander au sujet aussi de remplir des questionnaires, par exemple, sur la perception de l'effort. Euh, donc, nous, on a un petit peu, quand on a débuté le projet en 2022, on a un petit peu, pas écarté, mais en tout cas, on s'est pas concentré sur ces études-là. On a été chercher la petite proportion d'études terrain qui se font. Pourquoi? Ben parce que les études, par exemple, qui ont mesuré les deux, tu sais, les effets des exosquelettes en laboratoire versus sur le terrain, ont quand même noté des différences importantes là, sur les bénéfices dans des conditions réelles versus des conditions en laboratoire. Il y a quand même, on a été quand même capable d'aller chercher un bon bassin, là, on va dire, d'études sur les à peu près 10 dernières années qui se sont faites sur le terrain, à peu près 35 études. Puis ce qu'on voit au niveau des bénéfices, il y a des bénéfices qui sont, comme je le disais, moins grands que ce qui a été trouvé en laboratoire. Pourquoi? Ben parce que dans la réalité du travail, il y a toutes sortes de choses. Les travailleurs ne font pas qu'une seule tâche qu'ils répètent continuellement. Il va y avoir des déplacements dans leur travail. Ils vont porter des EPI qui vont entrer en interférence, parfois avec les exosquelettes. Les exosquelettes, comme je le disais, vont parfois les obliger de changer un petit peu leur méthode de travail. Donc,
en bout de ligne, ce qu'on observe comme bénéfice à peu près sur, par exemple, l'activité musculaire, c'est qu'il va y avoir une réduction. Puis là, je me suis concentrée sur les études pour les exosquelettes du dos. Vont rapporter une réduction de l'activité musculaire d'à peu près entre 8 et 17% en moyenne, dépendamment des tâches. Donc, on va parler de réduction de la fatigue au final, puis qui va être intéressante là, sur le cumul, là, dans le fond, sur une semaine, un mois qu'on va apporter l'exosquelette, ben, il va avoir quand même réduit un petit peu l'activité musculaire et la fatigue musculaire. Au niveau de la perception de l'effort, ben, c'est un peu semblable. Il va y avoir une réduction modérée de ce que les utilisateurs perçoivent des efforts qu'on va faire quand ils portent un exosquelette versus quand ils n'en portent pas. Mais ça va être très sensible au contexte d'usage. Donc, s'il va falloir avoir un modèle qui est adapté aux tâches qui sont visées, va falloir minimiser les inconforts. Puis, l'accompagnement, je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'en reparler, mais introduire des exosquelettes, ça demande une démarche, ça demande un accompagnement, ça demande un soutien de l'organisation, euh, vraiment qui va tout changer au final, là, l'expérience des travailleurs qui vont décider de l'utiliser. Ça fait une belle transition sur la prochaine question. Justement, c'est quels sont les facteurs qui vont influencer l'efficacité de l'exosquelette globalement, ça peut être pour l'usager, mais aussi dans son déploiement comme tel, comme tu le mentionnais précédemment. Ouais. Mais effectivement, comme je le disais, d'avoir une démarche structurée, ça m'apparaît, ça nous apparaît essentiel. D'y aller par étapes, d'impliquer les travailleurs, ça c'est indispensable, là. D'avoir les travailleurs le plus tôt possible dans la démarche. Euh, et ben c'est ça, là, d'y aller par étapes. Tu sais, les exosquelettes, nous, en tout cas, dans l'approche qu'on a, on n'essaye jamais juste un modèle. On a différents modèles pour justement que les travailleurs ne se fassent pas imposer une solution. Ça va avoir un effet, peut-être pas sur l'efficacité, mais sur l'acceptation. Parce que les gens vont avoir été impliqués, se sont pas fait imposer quelque chose, ils vont pouvoir choisir en fonction de leurs préférences, leur morphologie, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis le plus grand facteur je dirais, là, c'est que l'exosquelette ou les exosquelettes qui vont être proposés soient en adéquation avec les tâches qui vont avoir été ciblées. Donc, vous voyez, ça, d'un côté, c'est important de cibler les bonnes tâches parce que les exosquelettes sont pas compatibles avec toutes les tâches et de cibler les exosquelettes qui vont bien correspondre aux tâches qui vont avoir été ciblées. Puis ça, c'est quand même complexe. Pour ceux qui pensent que introduire des exosquelettes, c'est facile, puis il suffit qu'on les achète puis on les donne aux travailleurs. Je pense que peut-être Céline va pouvoir en parler un peu plus à quel point, tu sais, c'est important que ça se fasse de manière systématique, puis que les travailleurs soient impliqués là-dedans, puis que les exosquelettes soient les bons exosquelettes pour les tâches ciblées. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de la familiarisation dans le processus de déploiement de l'exosquelette? Ouais, ben ça fait partie de la démarche. Quand on arrive au point où est-ce qu'on a choisi des exosquelettes, puis qu'on veut les introduire, ben ça prend un temps de libération des travailleurs, là. Puis ça, c'est aussi un des éléments qu'on s'est aperçu qui était comme un incontournable, là. Il faut que les gens soient capables de bien les utiliser, parce que de pas bien les utiliser, de pas savoir bien les ajuster, de pas bien comprendre les réglages au niveau du niveau d'assistance, on passe à côté, là. Souvent, les travailleurs vont se décourager, surtout si ils n'ont pas de soutien puis qu'on leur a juste passé des exosquelettes puis un guide utilisateur. Ça va être rejeté assez rapidement parce que ça demande un temps d'adaptation, ça demande un temps de familiarisation où les travailleurs, ben, d'une part, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire de la familiarisation hors poste au début. On se concentre sur l'exosquelette. Donc, en dehors du poste, on les essaye, on explore les ajustements. Le fabricant, idéalement, est présent. C'est vraiment lui qui est le mieux placé pour connaître son exosquelette. Puis je pense que c'est d'ailleurs ça que Mawashi a comme démarche là, quand ils vont dans les milieux. Ça prend un accompagnement pour bien comprendre l'exosquelette. Puis après ça, on peut aller l'essayer euh, au poste. Puis là, on est encore en familiarisation. Il faut laisser le temps aux travailleurs des fois pour comprendre que ça va avoir un effet aussi sur la production, le rythme de travail, etc. Faut le prendre en compte, ça, quand on commence un processus d'intégration.
Tout à fait. Quelles sont les limites ou les précautions qu'on doit garder en tête lorsqu'on veut adopter une technologie comme l'exosquelette? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Des Ben que points de c'est ça, que vigilance c'est ou des choses qui doivent être prises en compte pour amener l'exosquelette dans un milieu de travail? ben c'est ça que ça prend du temps, que c'est pas une solution facile, que ça demande ben c'est ça, il y a un temps de familiarisation, puis il y a un temps d'adaptation. Ça veut pas dire qu'au début, les gens vont l'adopter puis ça va être parfait. Une chose, ouais, qui me vient, qui est important à prendre en considération, c'est que des exosquelettes, ça s'auto-nettoie pas. Une flotte d'exosquelettes, ça s'auto-gère pas, là. Surtout si on souhaite que les exosquelettes soient partagés, ça a quand même un coût, puis on comprend que les entreprises peuvent pas nécessairement en acheter un pour tout le monde, mais les travailleurs, tu sais, sont quand même parfois réticents d'utiliser des exosquelettes, les mêmes exosquelettes que leurs collègues, surtout si les exosquelettes sont pas entretenus. Donc, si les exosquelettes sont bien entretenus, sont bien entreposés, sont nettoyés, etc., c'est ça. Ça démontre que ça prend quand même, faut que l'organisation soutienne finalement pas juste au moment où on les introduit, mais sur le long terme, comment on les entretient, puis comment on s'assure qu'ils sont optimales, là, qu'ils fonctionnent bien, etc. Excellent. Donc oui, effectivement, il faut qu'il y ait une gestion derrière, surtout si on a une flotte d'exosquelettes, ben, il y en a plusieurs, une gestion sur l'entreposage, le maintien. Donc, certains exosquelettes vont avoir certaines pièces consommables qu'on peut dire faut remplacer ou du moins faire une inspection pour s'assurer que tout est correct. Donc, effectivement, il y a plus que juste l'utilisation, il y a tout ce qu'il y a derrière. Un peu comme tout autre outil qu'on va utiliser pour s'assurer qu'il fonctionne bien, qu'il soit qui soit correctement ajusté. Donc, Une question merci dans pour le chat. Oui, Oups. Nous avons une question dans le chat, Simon, donc je prends la peine de lire la question. oui. Isabelle, il y a une question. Est-ce qu'un exosquelette pourrait être utilisé comme solution temporaire, le temps qu'un poste de travail soit mieux repensé ou mieux adapté? Oui, ben oui, absolument. Si on sait qu'on a un projet, par exemple, d'automatisation ou d'amélioration d'un poste de l'aménagement, ça peut être en attendant, c'est mieux que rien. Si on sait que, bon, on pourra pas le faire cette année, ce projet-là, on va le faire l'année prochaine, mais on aimerait ça quand même en attendant, prendre soin des travailleurs, puis introduire des exosquelettes comme solution temporaire. Moi, je pense que c'est tout à fait un bon moyen là, d'y arriver. En termes de coût aussi, là, tu sais, ça peut être beaucoup moins coûteux là, que. Mais il faut pas que ça remplace, faut pas que ça devienne finalement une solution temporaire qui devienne une solution permanente, puis finalement, on se dit, ben, ils sont corrects avec les exosquelettes, pourquoi on changerait, on améliorerait les postes? C'est là où je pense que ça pourrait devenir un peu, ben, c'est ça, une moins bonne idée. Juste à titre personnel, on a vécu ce cas de figure-là avec une certaine entreprise qui, justement, il y avait un délai dans le déploiement d'une solution, donc un environnement qui était le plus adapté possible. L'exosquelette a pu pallier pour cette période de quelques mois quand même. Donc, c'était quand même assez critique de ce côté-là. Donc, oui, ça peut effectivement devenir une solution, dans certains cas, qui peut être temporaire pour justement pallier à une situation qui prend un certain temps. Merci. Excellent. Donc, on va passer maintenant de les analyses scientifiques à un cas de déploiement. Donc, je vais changer au prochain bloc. Donc, le cas de la Société de l'alcool du Québec, la SAQ. La SAQ a déployé récemment une flotte d'exosquelettes pour ses centres de distribution, spécifiquement pour les travailleurs qui font la préparation des palettes pour les succursales. Donc, on est ici avec nous Céline Pearson, qui a justement géré le déploiement dans les différents centres de distribution. Donc, Céline, qu'est-ce qui vous a amené à considérer un exosquelette comme une solution pour la SAQ? Ben, en fait, comme toute entreprise, hein, la SAQ, on cherche tout le temps à améliorer les conditions de travail de nos employés, de nos travailleurs.
Comme vous avez parlé un peu, là, il y a environ 50% de nos événements accidentels qui sont liés à la manutention à la SAQ. Donc, puis on peut parler d'à peu près 35% là, que ce sont des lésions au dos. Donc, ça va un peu avec les chiffres là, qui étaient montrés tout à l'heure, là. Donc, c'est certain que pour nous, c'est très important, puis on veut vraiment diminuer ça. On travaille beaucoup en amont, comme ça a été dit, là, pour revoir les façons de travailler, pour revoir les méthodes et tout ça. Mais à certains moments, ben, veut pas, ben, ça va avec l'activité, préparer des commandes. On ne peut pas mettre des équipements là, à chaque allée. Donc, vraiment, c'est là qu'on a commencé à regarder là, la possibilité d'utiliser des exosquelettes pour diminuer, vraiment diminuer l'effort que nos travailleurs ont à faire, parce qu'il faut se dire que au niveau de la préparation des commandes, là, les travailleurs lèvent une grande quantité, là, plusieurs centaines de caisses par jour, et les caisses pèsent là, en moyenne 15 kilos. Donc, puis ça, on pense, là, c'est vraiment lever, déposer très bas, pousser, tirer. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités là, qui est fait. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé là, à travailler avec les exosquelettes. C'est un point intéressant aussi de dire que dans les cas où l'environnement est changeant, donc que ce soit Mhm. dans la construction ou même dans votre entrepôt, ça peut être une solution qui est intéressante parce que je sens l'exosquelette est porté, donc on l'amène avec nous, on transporte notre outil avec nous. En Effectivement. même temps, comment s'est déroulé le processus de sélection, comment le projet a été lancé et mené à la SAQ? Donc, on a deux centres de distribution. On en a un à Montréal, un à Québec. On a débuté avec le centre de distribution de Montréal, pardon, de Québec. La première étape, ça a été de trouver des volontaires. Donc, vraiment, on a expliqué le projet, vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, pourquoi on voulait aller vers les exosquelettes, et on a cherché des volontaires. Donc, il y a 5 volontaires qui ont été sélectionnés. Et ensuite, mais ce qu'on a commencé par faire, comme Isabelle le disait, là, donc on a vraiment regardé 3 modèles d'exosquelettes. Ils les ont essayés, ils ont travaillé un peu avec pour en sélectionner un avec lequel on a fait un test, là, un projet pilote de 6 mois. Donc, les travailleurs là, ont travaillé avec pendant 6 mois. Donc, c'est comme ça qu'on a débuté là, la sélection. Excellent. Maintenant, après la sélection de l'exosquelette, la solution que vous avez choisie, euh, est-ce que vous pouvez me décrire les premières étapes de l'implantation, donc le déploiement de ces nouveaux systèmes-là maintenant au sein des centres de distribution? Oui. En fait, à la suite du projet pilote, mais en fait, ce qu'on a fait, là, c'est premièrement ici, nous, c'est très important. On est une entreprise avec des syndicats, donc ça a été fait de façon paritaire. On a travaillé vraiment avec les représentants des travailleurs. Euh, Encore là, on est allé avec sélection de volontaires. Donc, peu importe que ce soit nos projets pilotes, parce qu'on en a fait un à Québec. À la suite des résultats, on a fait un projet pilote à Montréal. Et ensuite, là, on a fait une première phase d'implantation d'exosquelettes. Donc, tout est fait de façon volontaire. On n'oblige personne à utiliser un exosquelette. C'est vraiment de façon volontaire. D'un coup que les volontaires ont donné leur nom, on a bien fait. On s'est assuré aussi que ces gens-là n'étaient pas, qu'ils étaient volontaires pour les bonnes raisons. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais je reviens d'un accident, j'ai eu un accident, je vais porter un exosquelette, mais nous, il faut être certain que ça ne viendra pas nuire à sa condition. Donc, on a vraiment pris le temps de demander, si c'était des situations comme ça, de s'assurer d'avoir là, le hockey, si vous voulez, d'un médecin, là, d'un spécialiste. Donc, c'est vraiment très important. Puis ensuite, bien, c'est ça. Donc, on a fait l'acquisition de nos exosquelettes. On a vraiment fait des séances de formation avec le fournisseur, s'assurer que les gens comprennent bien comment ajuster, quoi faire et à quoi ça sert aussi, puis comment bien travailler avec, beaucoup les ajustements et tout ça. Et on a formé aussi un gestionnaire qui était notre gestionnaire de projet sur site disponible, qui faisait vraiment des suivis très serrés, si on veut, ou très fréquents avec les travailleurs. Donc ça, c'est très important. Ça l'a aidé énormément. Donc, de s'assurer de bien faire les suivis. Les gens, ils devaient nous revenir là, de façon, au début, c'était à tous les jours. On leur demandait comment ça se passait. Puis après 2 semaines, ben là, on est passé à une fois par semaine, mais vraiment de prendre un suivi
Je pense que j'ai l'air de répéter ce qu'Isabelle a dit, mais c'est ce qu'on a fait là, vraiment à l'intérieur de notre projet, mais c'est de s'assurer là, que les gens, il y avait un suivi, ils savaient qui allait voir. Lors de notre projet pilote aussi, on a identifié des ambassadeurs, vraiment des gens qui étaient vraiment très, très enthousiastes par l'utilisation des exosquelettes. Ils ont participé beaucoup aussi, ils participaient énormément. Donc, quand on a fait la phase d'implantation, mais c'est vraiment nos ambassadeurs, puis c'est eux qui aident leurs collègues aussi. Donc, ça aide aussi. Puis, ils sont venus parler des exosquelettes aux autres travailleurs. Donc, ça a été vraiment un bon coup qu'on a eu. L'autre chose, c'est quand ils utilisent les exosquelettes, on a commencé avec une utilisation graduelle. Donc, la première semaine, c'était seulement 1 heure par jour. Puis, on est allé, on a augmenté tranquillement pour justement que les gens s'acclimatent à l'utilisation. Donc, ça aussi, ça a bien fonctionné, puis c'était bien important, là. Aller au rythme de l'usager, donc graduellement pour que la personne apprenne à travailler avec l'exosquelette. Oui, oui, effectivement. Maintenant que ça fait quelques mois maintenant que les exosquelettes sont déployés, quels sont les premiers constats que vous avez observés avec l'ajout de ce nouvel outil-là dans le portfolio un peu d'outils que vous avez dans vos centres de distribution? Oui, mais les travailleurs qui les utilisent, ils aiment vraiment beaucoup ça. Euh, ils sont, euh, ils sont vraiment très enthousiastes, mais ils nous disent tous qu'ils ont vraiment beaucoup plus d'énergie à la fin de leur journée qu'avant d'utiliser l'exosquelette. Puis la majorité, je vous dirais, là, ils ne le portent pas la journée au complet. C'est beaucoup, j'arrive le matin, mes muscles ne sont pas réchauffés tant que ça, mais on leur recommande de faire des échauffements. Ça fait partie des choses qu'on leur recommande de faire. Mais ils mettent l'exosquelette, justement, ça les aide à débuter leur journée. Ils vont jusqu'à leur premier quart de travail jusqu'à leur première pause, pardon. Et ensuite, là, au retour du dîner, encore la même chose pour un autre quart de journée, si on veut, là, ils vont reporter l'exosquelette. De façon générale, c'est comme ça qu'ils font. Il y en a qui le portent toute la journée, mais en règle générale, ils le portent la moitié, mais c'est vraiment, on a un très, très bel accueil et les gens sont vraiment très contents, ceux qui en ont, là, d'avoir un exosquelette. Et pour continuer un peu cette idée-là, qu'est-ce qui, selon vous, a facilité l'acceptation par les usagers? Comme tel, vous avez dit que les gens étaient volontaires, mais après, les gens, des fois, sont curieux de voir c'est quoi cette nouvelle technologie-là, mais après qu'ils l'ont vu, qu'est-ce qui, selon vous, a fait que les gens continuent de l'utiliser? Vous dites qu'ils l'utilisent selon leurs besoins puis selon leurs préférences. Donc, les facteurs derrière ça, derrière cette belle acceptabilité-là. Bien, l'acceptabilité, c'est vraiment au niveau aussi, mais comme je vous disais, le fait d'avoir des ambassadeurs, de voir leurs collègues qui ont plus d'énergie, qui travaillent bien. Moi, ce qui m'a surpris, étonnamment, là, il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui ont levé leurs mains pour pouvoir avoir les exosquelettes. Donc vraiment, puis eux, ils étaient tellement heureux de dire Wow, la SAQ met des sous pour pouvoir m'aider à ce que j'ai plus d'énergie, à ce que je me fatigue moins, à ce que j'ai moins de risques de blessures en faisant le travail que je fais. Donc vraiment, ça m'a surpris beaucoup que ce soit des jeunes qui l'utilisent agréablement surprise, là, on s'entend. Mais c'est vraiment, puis c'est le bouche à oreille, puis c'est de l'essayer aussi. Au début, quand on a mis la liste de volontaires, les gens, ils n'étaient pas certains. Bien, on a mis une session de venez l'essayer, venez voir qu'est-ce que ça fait, puis c'est là qu'on a été chercher plus de gens. Effectivement, c'est le voir ou même en entendre parler, c'est une chose, mais vraiment essayer un exosquelette, c'est là qu'on vient comprendre un peu comment ça fonctionne. Et il y a toujours quelque chose de le fun qui se passe où la personne va découvrir un peu comment ça fonctionne. Puis après ça, l'objectif, c'est de voir si le fonctionnement de l'exosquelette est en adéquation avec les tâches que la personne a à faire. Merci beaucoup, Céline, pour la description de ce cas d'usage de l'exosquelette dans une entreprise qui est très bien connue ici au Québec. On va passer au quatrième bloc, donc perspective et conseils.
Donc, la première question, ça s'adresse à Isabelle et Céline. Donc, euh, si vous étiez en face d'un directeur de santé et sécurité au travail ou d'un VP d'opération, quelqu'un qui a les yeux sur le terrain aussi, quel conseil donneriez-vous pour intégrer un exosquelette de manière responsable? Ben, je peux peut-être y aller. Ben, d'impliquer les travailleurs le plus tôt possible dans le processus, de les informer, euh, puis de le faire avec une démarche structurée, de pas faire ça un peu n'importe comment, sans avoir réfléchi à des tâches qui seraient propices. De s'informer un petit peu sur qu'est-ce que ça peut faire, puis qu'est-ce que ça peut pas faire, les exosquelettes. Ça, c'est un des grands défis, justement, que nous, on a eu, là. Des fois, les attentes étaient très grandes, mais n'étaient pas aussi... c'est- les représentations, c'était qu'un exosquelette, par exemple, ça rend plus fort, ça permet de soulever des charges plus lourdes, ça rend plus productif. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Tu sais, c'est pas ça l'idée du tout, là. L'idée, c'est de fournir un équipement aux employés, un outil supplémentaire. Il faut le voir comme un outil que les gens vont décider ou pas d'utiliser dépendamment parce que ça va être très spécifique souvent au contexte. Puis aux situations de travail. Les gens, des fois, ils vont dire, ben, telle journée, je vais le porter parce que je suis fatiguée, je suis plus fatiguée aujourd'hui ou à tel moment en fin de journée, juste pour m'aider à finir ma journée. Puis il y a d'autres moments où je veux pas le porter parce que j'ai pas envie d'endurer les inconforts que ça implique, parce que des inconforts, faut le dire, là, il y en a tout le temps quand même. Là. Il y a pas d'exosquelette parfait. J'ajouterais peut-être aussi s'assurer d'avoir le bon équipement qui répond bien aux besoins de la tâche, puis s'assurer aussi que ça ne vient pas introduire un nouveau risque. Parce que nous, on l'a vu dans certains cas, on a essayé, là, on était à la préparation des commandes, on a essayé dans d'autres secteurs. Puis, le type d'exosquelette qu'on avait testé, de par sa structure, ben, ça introduisait un risque lorsque le conducteur, c'était un conducteur sur un chariot, là, mais le type de chariot qu'il utilisait avec l'utilisation de l'exosquelette, ça créait un risque, vraiment un grand risque. Donc, on a décidé de ne pas l'utiliser du tout dans ce coin-là. Là, on a des nouveaux exosquelettes qu'on peut tester, mais à ce moment-là, là, on introduisait un nouveau risque, donc on a arrêté immédiatement. Ça, c'est important, là. Ah, tout à fait. Ouais. 100% Effectivement, d'accord. l'objectif n'est pas de créer de nouveaux risques, mais c'est plutôt d'aider le travailleur pour réduire ces risques-là au minimum. Euh, Est-ce qu'un exosquelette peut, selon vous, devenir un élément de rétention ou de mieux-être au travail? Donc, quelque chose qui peut être utilisé par les employeurs pour conserver leurs employés ou pour les employés pour, justement, quand ils vont quitter. Je pense, Céline, tu mentionnais tout à l'heure que les gens, ils sont moins fatigués à la fin de la journée. Est-ce que ça peut devenir quelque chose qui va impacter leur bien-être après même le travail? Ben oui, honnêtement, nous, dans notre cas, comme je disais, ça fait vraiment, tu sais, ceux qui l'utilisent, là, ils sont vraiment plus, ils sont très contents. Puis, tu sais, comme je disais, donc oui, ça aide beaucoup. Puis, ils finissent leur journée. Tu sais, on a un de nos ambassadeurs, lui, qui nous a dit, c'est incroyable, là, il finissait sa journée avant, puis il n'y avait pas d'énergie du tout. Maintenant, il est capable de faire des activités le soir et tout ça. Donc, oui, ça peut avoir un effet, là. Très bien. Euh, oups. Quels sont les freins les plus fréquents que vous rencontrez et comment on peut les dépasser, ces freins-là, justement, pour le déploiement d'exosquelettes? Ben, je dirais les freins les plus fréquents, c'est les limites là, des exosquelettes, euh, les inconforts qui peuvent survenir quand on les porte. Euh, puis je dirais que c'est de laisser le temps aussi, de laisser la chance. Puis quand on fait un processus d'introduction, je l'ai déjà mentionné, ça peut avoir un effet sur le travail. Un certain temps, ça peut même ralentir les travailleurs dans leur travail. Des fois, c'est pas adéquat avec la tâche. On aurait pensé au début que ça pourrait aider, mais finalement, fait que c'est d'écouter aussi les travailleurs. C'est eux, au final, là, qui sont en mesure de dire si ça les aide ou si ça les aide pas. Tu sais, nous, on a même observé des situations pour lesquelles c'était nuisible. Tu sais. Alors, c'est vraiment de s'assurer que l'équilibre, c'est toujours un équilibre entre les bénéfices et les inconvénients. Puis au final, c'est les travailleurs qui décident de ça, puis qu'il y ait un soutien pour dire, bon, ben,
OK, est-ce qu'on peut aussi faire des petites modifications dans le travail qui vont faire en sorte que on va optimiser aussi les bénéfices de l'exosquelette. Si je donne un exemple, par exemple, euh, des fois, les travailleurs vont être moins enclins à porter un exosquelette si la tâche est très courte, tu sais, parce que ça prend quand même du temps pour le revêtir, l'ajuster, etc. Ben, des fois, changer l'organisation du travail pour dire, bon, ben, cette tâche-là, on va la faire à tel moment dans la journée, ou, tu sais, on peut modifier un petit peu le travail si ça crée pas d'autres risques, évidemment. Ça, ça finit pas au final par exposer les travailleurs plus longtemps à certaines problématiques. Mais bon, vous voyez un petit peu là, ou changer des fois un peu l'aménagement pour qu'un port d'exosquelette demeure sécuritaire et confortable. Fait que faut toujours être très à l'écoute, très à l'affût de ce que ça fait, puis dans le temps, pas juste pendant une semaine, mais sur le long terme, comme disait euh, Céline, c'est important de faire des suivis réguliers, mais dans le temps aussi, là. Un point qui a été mentionné, le confort, effectivement, depuis d'abord, par l'expérience qu'on a eue, si la personne n'est pas confortable au départ, ça va déjà être un frein important justement pour l'acceptabilité à tout le moins du système. Il y a Sonia qui a la main levée. Oui, en fait, il y a une question dans le chat qui relève un Oui, peu de ce qu'on est en train de discuter, justement. Donc, la question, c'est avec plus de 53% des TMS qui touchent le dos au Québec, pourquoi est-ce qu'on voit encore si peu de technologies perso-structurales comme les exosquelettes ici, alors que plein d'entreprises ailleurs dans le monde les utilisent déjà? c'est une bonne question. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui freine au Québec versus ailleurs? Ben, au Québec, on a un tissu quand même industriel qui est particulier, c'est-à-dire c'est beaucoup des petites entreprises, petites, moyennes entreprises. Euh, mener des projets comme ça où on introduit des technologies, ça peut être très coûteux. Fait que j'imagine que le coût a très certainement à voir là-dedans, là. Euh, Comme pour n'importe quel projet de transformation, hein, je tiens quand même à le dire, là, faire des améliorations, entreprendre des projets de transformation dans les milieux de travail, c'est un investissement, là. Quand on investit en prévention, c'est prouvé, c'est documenté que ça finit par rapporter au final, mais ça, c'est très difficile de convaincre les milieux à ça. C'est un des grands défis auxquels on est confronté en ergonomie aussi. Souvent, les gens, il y a aussi ces représentations-là que c'est les gens qui travaillent pas bien, puis qu'il faut que les gens apprennent à mieux travailler. Combien euh, de fois on est confronté à ça où on se fait demander, venez montrer à nos travailleurs, venez les former pour qu'ils apprennent à mieux travailler. Souvent, on a cette représentation-là que c'est la faute des travailleurs s'ils se blessent au travail, s'ils s'usent au travail. Alors que, oui, je dis pas que la formation, c'est pas bon, là. Mais la formation, c'est pas ça non plus qui va tout changer. Il faut aller vers différentes avenues de solutions, puis miser sur différentes avenues de solutions quand on veut travailler là, de façon intelligente sur la prévention. Fait que, je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est pas seulement non plus les technologies là, qui vont sauver la santé et la sécurité des travailleurs. C'est un changement de représentation aussi là, au niveau des entreprises, à la mesure de leurs moyens. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, pour terminer un peu ce bloc-là, qui est le dernier bloc, après ça, on pourra passer sur d'autres questions ici dans le webinaire, ce genre de questions. Juste mentionner qu'effectivement, on le voit de plus en plus, les exosquelettes sont devenus une partie prenante du paysage de santé et sécurité au Québec. On en voit de plus en plus. Et aussi que depuis les dernières années, le monde des exosquelettes est vraiment en émergence. Ils ont beaucoup évolué et ils sont beaucoup adaptés aussi maintenant à la réalité des travailleurs. Euh, Comme on l'a vu durant le webinaire, il est important de trouver l'exosquelette qui fonctionne bien pour la tâche visée. Mais maintenant, il y a une multitude d'exosquelettes qui existent pour différentes applications. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, j'espère justement que ce webinaire-là vous a permis un peu d'en apprendre plus sur les exosquelettes et peut-être même d'avoir soulevé justement le questionnement. Est-ce que c'est pertinent dans certaines tâches peut-être critiques
que vous avez dans votre entreprise ou pour vous-même personnellement. Maintenant, je passerai une petite période de questions. Techniquement, ça va faire 45 minutes, ce qui était prévu. Donc, peut prendre peut-être quelques questions avant de terminer le webinaire, s'il y en a. Oui, on avait une question, j'ai répondu, mais je voulais quand même peut-être avoir ta confirmation, Simon. Donc, on a une question ici. Je suis intéressée à utiliser l'exosquelette pour ma petite compagnie de déménagement à Ottawa. Est-ce que le déploiement se fait seulement au Québec? Non, non, techniquement, d'un côté, en tout cas, nous, on couvre l'Amérique du Nord, même on est présent même en Europe aussi, donc il n'y a pas de souci pour Ottawa. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'ai une question ici. Avez-vous beaucoup d'appréhension des travailleurs en début de projet? Effectivement, oui. Parce que veut pas, les gens pensent que ce qu'on veut, c'est augmenter la productivité. Donc, c'est vraiment une des choses qui est très importante, c'est d'expliquer le but et le pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est vraiment pour travailler en prévention, c'est pas pour augmenter la productivité. Ça, c'est une première chose que les gens ont beaucoup d'appréhension. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui font Hey, moi, pas besoin de ça, là. Ça fait 10 ans que je travaille comme ça, je me suis jamais blessée, j'ai pas. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai l'air de quoi quand je porte un exosquelette. Mais à force de voir leurs collègues le porter, puis de voir, comme je vous dis encore, là, je reviens là-dessus, mais que c'est comme des gens bien en forme et tout ça qui portent l'exosquelette, et là, ils voient que oh, peut-être qu'il y a un intérêt, puis ça a changé un peu la mentalité, mais oui, ça peut créer des situations. Ça Moi, je peux m'amène peut-être à... enchérir qu'on a observé ça aussi, nous, cette espèce de... où on l'a senti des fois que les travailleurs avaient peut-être un petit peu peur que ça leur mette le spotlight en bon français sur eux. Euh, c'est ça, l'acceptabilité, plus le côté acceptabilité sociale, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à capter. Puis je dirais que c'est ça, il peut avoir des fois un effet, les plus jeunes, des fois ils vont être plus game, là, si on veut, à essayer des choses. Puis peut-être plus conscients aussi euh, que c'est important de se préserver, c'est important de rester en santé le plus longtemps possible. Fait que des fois, il va être plus ouvert, puis ça va avoir une influence sur les autres. Ils vont voir que, ah, OK, lui, il porte ça, ben peut-être moi aussi. Fait qu'il y a effectivement un effet des fois d'entraînement là, qui peut survenir. Donc, ça amène aussi au fait, dans le fond, les exosquelettes ne vont pas mener à l'atrophie des muscles. Ouais, ben ça, c'est une question qu'on entend toujours. Ben, il y a des études qui ont commencé à sortir un petit peu là-dessus aussi. C'est très minime, là. Il n'y en a pas encore beaucoup. On ne peut pas généraliser. Il y a vraiment un besoin là, d'études long terme là, sur les exosquelettes, à savoir si justement ça peut créer d'autres problèmes. Mais tu sais, vous avez vu, là, en tout cas pour ce qui est des passifs, là, ce que ça enlève un petit peu comme effort, tu sais, c'est assez modéré, là. Donc, la personne, elle n'arrête pas complètement de fournir des efforts. C'est juste que ça réduit un petit peu ça peut réduire le trop d'efforts qu'elle va faire au bout d'une journée, puis enlever un petit peu de fatigue. De là à complètement atrophier, là, je pense pas avec le niveau de maturité des exosquelettes passifs qu'on a en ce moment, mais c'est à surveiller. C'est à surveiller parce que là, si on se met à avoir des exosquelettes qui vraiment enlèvent beaucoup, beaucoup je pense que ça serait plus du côté des exosquelettes actifs, là, qui fait que les gens utilisent vraiment moins leur musculature, mais je suis pas très inquiète par rapport à ça, honnêtement, là, pour le moment. Ce qu'on a souvent comme parallèle pour la question sur l'atrophie qui revient de façon récurrente, c'est de voir, voir la personne qui, souvent, elle va travailler. Donc, c'est comme si c'était au gym, au lieu de faire des mouvements avec un poids, on va dire, de 50 livres, on va le faire avec un poids de 30 livres ou 40 livres. Donc, la personne va forcer encore, mais on évite peut-être de surcharger le système musculo-squelettique de la personne. Donc, c'est là on vient réduire le niveau de risque pour les blessures. Et la personne continue tout de même à s'entraîner, si on le voit comme ça, avec cette analogie.
Non. Nous avons une dernière question, peut-être. Il reste quelques Oui, minutes. oui. Euh, donc, en fait, vous demeurez en contact constant avec les entreprises qui se servent de l'exosquelette pour la collecte de données pour améliorer le produit? Ben, nous, oui, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'encadrer les gens. Donc, de ce côté-là, notre philosophie, c'est de rester avec nos clients, puis de les accompagner là-dedans, puis prendre en compte leurs considérations, les retours sur expérience que les usagers sur le terrain ont à nous donner pour les exosquelettes. Donc, ça, on le prend en compte pour notre développement qui est continuel à Mawashi. Merci. Pour l'autre question, je pense on a quand même empiété un peu sur le temps qui était prévu. Donc, ben, je vais finir le webinaire en remerciant Isabelle et Céline, nos deux panélistes, qui nous ont expliqué beaucoup de choses sur le monde des exosquelettes. J'espère que les exosquelettes sont un peu plus clairs pour vous. Évidemment, c'est un monde qui change beaucoup. Donc, c'est important de rester à l'affût. Puis, les différents concepts qui ont été discutés sont vraiment au cœur du déploiement des exosquelettes pour les milieux de travail. Donc, si vous n'avez jamais essayé l'exosquelette, sachez que c'est pas nécessairement comme on le pense, la science-fiction. C'est vraiment maintenant un outil qui peut être utilisé. Donc, c'est vraiment ça qui est important de voir. On est plus, on n'est pas dans le futur, c'est maintenant les exosquelettes, c'est une technologie qui est viable. Et faut évidemment le faire de manière diligente, évaluer les besoins, puis voir qu'est-ce qui répond bien à ces besoins-là. Donc, avec ça, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous.